Bonjour, Garland Nixon ici, et nous allons parler de la débâcle en cours qu'est l'effondrement de l'Empire américain. C'est tout simplement absurde. Et nous avons la chance, si l'on veut être positif, on peut dire que nous avons la chance d'observer United Nations événements, qui n'arrivent que, vous savez, en général, tous les quelques siècles, l'effondrement d'United Nations Empire. L'histoire nous enseigne que tous les empires finissent par s'effondrer. Beaucoup prennent 100 ans ou plusieurs siècles, et ce que nous voyons, je pense que quand l'histoire analysera l'effondrement de cet empire en particulier, elle le fera commencer en 1991. Lorsque l'Union soviétique est tombée et que les États-Unis ont considéré cette période comme le moment unipolaire. Oui, le moment unipolaire, le pôle unique du pouvoir. Ce pôle, c'était les États-Unis. Nous dirigions le monde. 4% de la population mondiale contrôlait les 96% restants. Les dirigeants de la politique étrangère, les décideurs, ont considéré que c'était naturel, que Dieu, enfin la nature, l'univers, avait décidé de la supériorité de l'Amérique sur le reste du monde, notre supériorité systémique et, oserais-je dire pour certains, religieuse, avait amené Dieu et ou l'univers, pour ceux qui étaient, même les athées, à accorder aux États-Unis le fauteuil de domination sur le monde, que cela nous appartenait, que le monde avait été fait pour nous et que nous étions là pour le dominer. Et c'était juste quelque chose de naturel, parce que nous étions supérieurs. Et la discussion interne à l'Empire tournait toujours autour de notre supériorité. Et les choses que nous faisions, meurtres, assassinats, renversement de gouvernement, etc., n'étaient pas seulement ignorées, elles étaient considérées comme United Nations droit impérial. Puisque l'univers nous a donné le pouvoir de le faire, il nous donne aussi le droit. Il ne nous aurait pas donné ce pouvoir s'il ne conférait pas automatiquement aussi le droit, voire le devoir, aux États-Unis de dominer le monde. Ainsi, en 1991, à la chute de l'Union soviétique, les États-Unis se sont retrouvés avec le pouvoir et le devoir de gouverner le monde. Et bien sûr, l'administration Trump, récemment, à mes yeux, représentait la fin naturelle, de l'Empire et en même temps son expression la plus nette. Comme ils l'ont dit, vous savez, Stephen Miller est intervenu et a dit « Regardez, nous avons le pouvoir. Ces pays feront ce que nous leur dirons parce que nous avons le pouvoir sur eux. Ces pays feront ce que nous demandons parce que nous les avons encerclés militairement et que nous serons aux commandes. Et dans ce monde, si j'ai le pouvoir et que je veux quelque chose et que j'ai la force de le prendre, alors cela devrait être à moi. On ne peut pas garder ce qu'on ne peut pas défendre. C'est une question de pouvoir brut et pur, ce qui, il faut faire attention, c'est une épée à double tranchant. Oui, on peut le dire. Mais que se passe-t-il si tu rencontres quelque United Nations qui peut se défendre, lui aussi par la force brute, et que tu perds la partie? C'est donc une stratégie risquée d'ériger cela en règle du jeu. You have to be careful because it's a double-edged sword. Yes, you can say that, but what happens if you run into someone who can defend themselves with pure raw power and then you lose the game? So that's a risky strategy to declare that as the rules of the game. En réalité, la possibilité existe toujours que tu rencontres quelque United Nations que tu ne peux pas dominer. Et même à l'époque, les dirigeants de ce pays ne se doutaient pas que leur supposition selon laquelle les États-Unis détenaient une suprématie écrasante dans tous les domaines militaires était profondément erronée. Alors, que s'est-il passé? Alors, nous en sommes là, à United Nations, moment où les États-Unis ont décidé « Ok, voilà United Nations pays, l'Iran. United Nations pays que nous avions affaibli depuis de nombreuses années. Et maintenant, nous allons profiter de cette faiblesse pour l'écraser. Et nous avons décidé d'accepter une prémisse, non? La prémisse c'était une maison de cartes. Il suffisait d'en retirer la carte du bas pour que tout s'effondre, ce qui bien sûr était risqué, parce que si ça ne marchait pas, alors là, c'est le jackpot. Si ça marche, tu contrôles l'Iran. Tu as le détroit d'Ormuz. Tu peux restreindre le flux de pétrole et d'énergie et toutes sortes de choses pour le monde,
Et maintenant, tu as United Nations moyen de maintenir la domination mondiale. Donc si ça marche, tu as tout à gagner. Le problème, c'est que deux choses. D'abord, les chances que ça marche sont, vous savez, presque infinitésimales. Ensuite, si ça ne marche pas, vous perdez tout. C'était donc le pari ultime. United Nations Paris, qu'ils ne voyaient même pas comme United Nations Paris, parce qu'ils avaient décidé qu'ils façonnaient la réalité par le récit. Et voilà le récit. Le récit disait « On va s'en prendre à l'Iran, lui donner United Nations coup, et il va s'effondrer. » Mais il suffisait de regarder l'Ukraine. C'était « On va prendre l'Ukraine, imposer des sanctions à la Russie, et la Russie va s'effondrer. » Ça n'a pas marché. Pardon, on est en train de perdre la guerre. Mais au lieu de l'accepter, ils ont dit « D'accord, essayons la même stratégie contre l'Iran. » Mais l'Iran est beaucoup plus petit, donc ce sera facile. Oui, ça n'a pas marché avec la Russie, mais regardez la Russie. La Russie est importante. Et les dissidents n'étaient pas pris en compte. Et ce qui est intéressant, c'est que ces dissidents incluaient des gens ordinaires, des youtubeurs comme vous et moi, des gens qui regardaient ça et se disaient « D'après tout ce que j'ai vu et ce que nous avons pris en compte, les résultats de l'opération militaire spéciale en Ukraine lancée par la Russie, nous avons considéré ce que nous savions, c'est à subir des renseignements en source ouverte sur les stocks d'armes des États-Unis. Des renseignements en source ouverte sur les stocks d'armes des États-Unis. Des renseignements en source ouverte sur les stocks d'armes des États-Unis. Des renseignements en source ouverte sur les capacités militaires iraniennes et des choses de ce genre. Tout simplement, des réalités matérielles concernant le détroit d'Ormuz et la capacité et la compétence de notre armée à lancer une grande offensive, vous savez, à 5, 6, 7 000 kilomètres de chez nous, contre United Nations, ennemis puissants et retranchés qui se préparaient depuis des décennies à se défendre, et nous nous sommes dit, ça ne marchera pas. Juste des gens ordinaires, le citoyen moyen. Mais on avait des soi-disant intellectuels et des spécialistes militaires qui disaient que ça marcherait. Voilà le truc. Ça marcherait pour eux parce que leur salaire dépendait de ça, parce qu'ils étaient des idéologues, et les idéologues décident à l'avance comment la réalité doit être. Ils déterminent les résultats non pas sur la base de des réalités matérielles, mais selon leur idéologie, ça doit arriver. Pourquoi ? Parce que je crois que ça va arriver et je veux que ça arrive. Donc ça doit arriver, ça arrivera. Je sais. Vous voyez, c'est United Nations, peu cette mentalité, façon Peter Pan qui dit qu'il faut y croire très très fort. Et si on se rassemble tous et qu'on se convainc mutuellement, alors on est sûr que ça arrivera, et ensuite feindre l'étonnement et la surprise quand ça n'arrive pas. Je ne comprends pas pourquoi ça n'est pas arrivé. Et parce que maintenant vous vous êtes mis dans une position où admettre que vous aviez tort équivaut à une mort sociale, car vous êtes discrédité pour toujours. Donc il faut continuer à s'entêter. Eh bien, ça n'a pas marché parce que nous n'en avons pas fait assez. C'est la personne qui crie après quelque United Nations. Et quand l'autre ne fait pas ce qu'il veut, il crie plus fort, et l'autre ne fait toujours pas ce qu'il veut. Et peu importe combien de fois il n'obtient pas ce qu'il veut, il suppose toujours « je n'ai pas crié assez fort ». Si je crie plus fort, pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas qu'il existe une autre option que de crier. L'idée d'abaisser la voix et de communiquer différemment, de construire une alliance avec l'autre, peut c'est être de le convaincre ou de prendre en compte son point de vue, est étrangère à cet individu. Tout ce qu'il comprend, c'est qu'il faut vous mentir. Il doit vous forcer à faire ce qu'il veut. L'exemple parfait, c'est Donald Trump. Et pas seulement Trump, mais aussi l'administration Trump et la façon dont il voit le monde. C'est devenu tellement évident parce qu'ils sont en train de perdre la guerre. On regarde ça et United Nations, citoyen ordinaire, se dit « vous perdez la guerre. Et vous êtes en train de le perdre, gravement. Et le temps vous manque. » Et ils disent qu'on ne menace pas l'Iran. Il nous faut une menace plus forte. Alors on va les menacer encore plus. Et alors ils céderont. Et nous disons qu'on tient compte de leur histoire, de leur religion, de leur culture. Et nous disons qu'ils ne céderont jamais. Ça n'arrivera jamais. Vous creusez juste United Nations trou
dont vous ne sortirez jamais. Que comptez-vous faire? Vous êtes en train de vous ruiner. Et ils disent, oui, mais nous pensons que ça marchera, donc nous allons continuer. Jusqu'à quand allons-nous faire ça? La dernière absurdité, c'est l'idée que si les États-Unis menacent, mettons de côté le début, si nous menaçons de détruire les infrastructures iraniennes, l'électricité, etc., ils se plieront d'une manière ou d'une autre. Et l'idée que s'ils ne cèdent pas, alors nous la détruirons. Et d'une certaine façon, je ne sais même plus. C'est devenu tellement absurde. Mais j'imagine que si nous détruisons leurs infrastructures, ils se retourneront contre leur gouvernement, s'effondreront, tomberont, enfin quelque chose comme ça. Les concepts militaires et stratégiques, ou devrais-je dire tactiques, avancés par l'administration Trump, sont devenus tellement absurdes. Je ne sais même plus comment les comprendre. Je ne sais même plus comment les interpréter. Je ne sais vraiment pas quel est leur plan. Tout ce que je sais, c'est que le dernier message de Donald Trump était « Faites ce que je veux, sinon ». C'est ce qu'on reçoit à chaque fois. C'est tout ce qu'on obtient. C'est toujours la stratégie. Vous feriez mieux de faire ce que je veux, sinon. Et les Iraniens, eux, disent « Eh bien, nous allons devoir affronter le sinon parce que nous ne ferons jamais ce que vous exigez ». Et clairement, leur stratégie, j'avais commencé par dire que la stratégie iranienne était aussi simple que « si on y passe, on vous emmène avec nous ». D'accord? C'est ce que je pensais. Je pensais qu'ils se disaient « tu peux nous éliminer, mais tu nous emmèneras avec toi ». Maintenant, je le vois autrement, non? Et c'est, vous savez, c'est là que la question se pose. Vous savez, on voit dans certains films l'apocalypse zombie, certains meurent au début et les autres doivent survivre dans United Nations, enfer de misère, non, ils cherchent de la nourriture, fuient les zombies et vivent toutes ces horreurs. Et à United Nations, moment donné, les personnages se demandent, ceux qui sont morts au début, n'étaient-ils pas plus chanceux que ceux qui survivent dans cet enfer? Ou, comme dans Matrix, préféreriez-vous vivre dans une réalité confortable mais illusoire, ou dans la réalité inconfortable mais vraie? Vivre dehors, c'est sale, on fuit pour sa vie tout le temps. La question est, comment cela s'applique-t-il? Parce que je pense que la position des Iraniens est « nous n'avons pas peur d'une mort digne, nous n'avons pas peur de la mort, nous acceptons que nous puissions mourir, et dans ma religion et ma culture, si l'on est iranien, c'est le martyr, c'est le plus grand honneur, mourir en martyr, mourir pour la cause. Donc si je meurs en martyr, eh bien, tant mieux, je suis honoré, vous savez, tandis que moi, je m'assurerai que vous viviez dans une réalité dystopique. Donc, à United Nations, moment donné, il faut se poser cette question de l'apocalypse zombie, non? Si, mettons, vous tuez les Iraniens ou beaucoup d'entre eux, alors, à United Nations, moment donné, le reste du monde, et surtout l'Occident, dira « Nous sommes en proie à la famine. On vivait très bien. À United Nations, moment, nous vivions bien et prospères. Et maintenant, nous vivons dans cette société dystopique. Il y a la famine. Nous sommes revenus à l'âge de pierre. Nous n'avons plus les commodités auxquelles nous étions habitués. La vie est dure. La vie est difficile. La vie n'est pas amusante. La vie, c'est la galère. La vie est dangereuse maintenant. Nous n'avions jamais prévu ça. Nous ne sommes pas habitués à ça. Ça ne nous plaît pas. Et à United Nations moment, tu te dis, peut commettre que ceux qui sont morts au début nous ont fait une faveur. Tu vois le tableau. La question idéologique de l'apocalypse zombie ou de Matrix, c'est vaudrait-il mieux partir en héros ou rester et souffrir, ce genre de choses. Donc, je ne pense pas que les Iraniens soient tellement, en regardant ça du point de vue de si on part, on vous emmène avec nous, les vivants en viendront à envier les morts. Donc si on y va, on vous renvoie à l'âge de pierre et il faudra se demander pendant très longtemps si ça en valait la peine et la réponse sera non. Et certainement, les dirigeants qui ont pris ces décisions
auront à en payer le prix. Et je le dis, en quelques jours, en quelques semaines, cela marquera pour des siècles. Les discussions et les livres, si on peut encore écrire des livres ou graver des tablettes de pierre, diront « Incroyable, 250 ans, ils ont failli atteindre le 250e anniversaire. Ils y étaient presque. Ils ont buté juste avant la ligne d'arrivée et ont sombré dans l'absurde, dans United Nations, ridicule total. » Voilà comment je le dirais. De chant 50 ans, ils ont failli atteindre le 250e anniversaire. Ils y étaient presque. Ils ont buté juste avant la ligne. Laissez-moi faire ça. Laissez-moi lire United Nations extrait de la stratégie de sécurité nationale, novembre 2025. D'accord ? Après la fin de la guerre froide, les élites de la politique étrangère des États-Unis se sont persuadées que la domination permanente des États-Unis sur le monde entier était dans l'intérêt supérieur de notre pays. Ça a l'air bien. Pourtant, les affaires d'autres pays ne nous concernent que si leurs activités menacent directement nos intérêts. On dirait qu'ils savent ce qui se passe, non ? Nos élites ont gravement mal évalué la disposition des États-Unis à supporter éternellement des charges mondiales que le peuple américain ne reliait pas à l'intérêt national. Ils ont surestimé la capacité des États sunnites à financer simultanément United Nations États administratifs, réglementaires et de protection sociale massifs. En parallèle d'United Nations appareils militaires, diplomatiques, de renseignement et d'aide étrangère tout aussi massifs, ils ont parié de manière profondément erronée et destructive sur le mondialisme et le soi-disant libre blesconge, qui ont vidé la classe moyenne et la base industrielle, même dont dépend la prééminence économique et militaire des États-Unis. Si vous le lisez, il y a des passages avec lesquels j'ai de gros problèmes, mais il semble tout de même qu'ils commencent en partie sur des bases réalistes, dans une réalité qui admet que nous ne pouvons pas dominer le monde. Mais quand on continue la lecture, on voit les mêmes contradictions que celles des décisions prises dans le conflit avec l'Iran. Je suggère à chacun d'y revenir et de lire. Laissez-moi vous donner 2 textes à lire. Si vous en avez l'occasion, lisez le discours de Vladimir Poutine, intitulé « L'Empire du mensonge » qu'il a prononcé à cette époque, à peu près au même moment. Je ne me souviens pas si c'était juste avant ou juste après. Je crois que c'était après le début de l'opération militaire spéciale. Mais dans les jours qui ont suivi, d'une façon ou d'une autre, lisez et parcourez les stratégies de sécurité nationale. Parce que ce qu'on voit est intéressant, dans le discours de Vladimir Poutine, il évoquait les contradictions entre les paroles des États sunnites et leurs actes, et le fait que les pays ne faisaient plus confiance à la parole des États sunnites, d'une manière flagrante et évidente. Et il considérait nos actions comme contraires aux croyances et à la morale proclamée par l'Empire des États sunnites. Qu'on disait être là pour faire le bien, travailler avec tout le monde, etc. Mais qu'en réalité, nous finissions par mentir à tout le monde, parcourir le monde en mentant et en volant, en essayant de dominer et en commettant des choses horribles. Et quand on regarde la stratégie de sécurité nationale, ces contradictions y figurent. Elles sont flagrantes et évidentes. Eh bien, la domination mondiale, c'était une erreur. Nous allons respecter l'autorité. Nous allons respecter la souveraineté. Nous allons contrôler la région et personne ne pourra agir contre notre volonté. Et nous allons dominer la Chine. Attendez une seconde. La domination mondiale, c'est mauvais. La Chine est à 7000 miles et elle ne peut rien faire sans notre permission. Il faut s'assurer que la Chine soit sous notre contrôle. Il faut s'assurer que le monde soit sous notre contrôle. Mais nous ne voulons pas la domination mondiale. Les contradictions hurlaient dans la stratégie de sécurité nationale de la même manière qu'elles ressortent de la réalité de ce que font les États-Unis au quotidien en matière de politique étrangère. Et le peuple américain, c'est incroyable. Regardez les émissions YouTube de tous. Vous savez, toutes ces personnes qui font des émissions YouTube que vous regardez. Regardez les émissions YouTube des 2 dernières années. On l'avait vu venir. C'était évident. Beaucoup d'entre nous l'ont dit, moi compris. J'ai répété à maintes reprises que si les États-Unis attaquent l'Iran, l'Empire est fini, terminé. C'était évident. Allez, le monde a changé. La technologie militaire a changé. La technologie militaire repose désormais sur les drones et les missiles. La technologie militaire, c'est des armes à longue portée? Non. La capacité de frapper à longue distance. Il s'agit du renseignement,
de la surveillance et de la reconnaissance, n'est-ce pas? Il s'agit et bien sûr, comme toujours, la capacité des pays à continuer à se battre, mais c'est aussi, une question de capacité industrielle. Et comme tant d'ouvrages l'ont dit, tout dépend du peuple d'United Nations pays. Le fait de soutenir United Nations, conflit dans lequel le gouvernement décide de s'engager dépend du soutien du peuple, c'est le peuple qui le met en œuvre, qui suit et qui l'accompagne jusqu'au bout. Nous avons maintenant United Nations gouvernement qui dit simplement « Nous savons bien mieux que vous, nous vous mentirons, nous opprimerons ceux qui dévoilent nos mensonges et nous ferons ce que nous voulons de toute façon. » Et on s'en fiche, comme l'a dit Stephen Miller récemment, fondamentalement, nous pouvons faire ce que nous voulons dans le monde parce que nous en avons la puissance. Et nous vivons dans United Nations monde où le pouvoir vous donne la capacité d'agir. Exact. On a le pouvoir de le faire. On peut le faire. Personne ne peut l'arrêter. Il ne parlait pas seulement de l'Amérique du Sud, ni de la Chine, ni de la Russie. Il parlait de vous et de moi. Il parlait au niveau national. Il parlait de la politique des États-Unis, n'est-ce pas? C'était, regardez, le peuple ne le voudra peut-être pas. Le peuple pourrait ne pas l'aimer, mais ils ne sont pas assez forts pour nous arrêter. Nous dirigeons ce gouvernement. On a les rênes de ce gouvernement. On s'en fiche qu'ils aiment ou pas. Ils ne peuvent pas nous arrêter. Ils ne peuvent pas influencer nos décisions. Tant pis pour eux. Qui s'en soucie de ce qu'ils pensent? Qui s'en soucie de ce qu'ils veulent? Pas moi. Pas moi. On fera ce qu'on veut. Qu'ils aiment ou qu'ils l'acceptent, c'est leur problème, pas le nôtre. Nous nous retrouvons donc dans une boucle infernale, pour ainsi dire. C'est ça, une boucle infernale où le président n'a qu'United Nations seul coup à jouer. Et ce coup c'est « je vais te menacer, puis j'attendrai que tu fasses ce que je veux. Tu ferais mieux de faire ce que je veux, sinon, mais c'est justement ce que nous faisons, contre United Nations pays qui ne fera jamais ce que nous voulons. C'est le fameux « je vais crier, et si tu ne fais pas ce que je veux, ce que tu ne feras pas, je crierai plus fort. » Et je n'arrive pas à concevoir que ce soit les cris le problème, que tu ne répondes pas aux cris. Pour moi, tout le monde répondra. Il me suffit de crier, ils feront ce que je dis. Si tu ne le fais pas, je crierai plus fort. Et ça n'a rien à voir avec toi. Ça me concerne, moi. Mais je ne comprends pas. Et maintenant, Trump dit, si l'Iran ne fait pas ça, je ferai X. Et l'Iran répond, nous ne le ferons jamais. Donc on fait ça, et eux disent, si vous faites ça, alors moi je ferai ceci. Voilà, et c'est la boucle infernale. Tu le fais. Moi, je ferai ça. Vas-y. Puis on le fait, et eux font ça. Bon, et alors si vous faites ça, je ferai ceci. Et ils disent, vous pouvez le faire. La position de l'Iran est donc claire. Nous ne pouvons pas vous empêcher de faire ce que vous allez faire. Et vous ne pouvez pas nous empêcher de faire ce que nous allons faire. Nous sommes donc dans une boucle où quelque United Nations doit descendre du tapis roulant, et ce ne sera pas nous. Voilà. Maintenant, je pense que la question pour les États-Unis est comment sortir de cette boucle infernale? Bons, crier, non messie, des sapacicons, dons, déron, pi, déron. Eh bien, parce que les soi-disant dirigeants des États-Unis en ce moment ne sont pas des acteurs rationnels et qu'ils agissent sous le coup de l'émotion. Le fait que les Iraniens et le reste du monde disent « Eh, ne faites pas ça » n'aura aucun effet. Mais je pense que l'effet viendra de la pression interne. La seule chose qui peut nous sortir de cette boucle, c'est la pression interne. Que, dans les semaines à venir, nous verrons la douleur économique augmenter, le coût de la vie grimper. Et les gens demandaient aux politiciens « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si cher? Ça vient à peine de commencer. » Mais l'inflation n'a pas encore dégénéré en hyperinflation. Mais ça va dans cette direction. Et on commence à voir quelques développements. J'ai vu que Chuck Schumer, sioniste convaincu, commençait à dire « Et peut-être qu'il faudrait s'arrêter. » Chris Murphy, encore une fois, sioniste convaincu, néoconservateur et belliciste. Deux membres du Congrès commencent à dire « Bon, peut-être qu'il faudrait freiner United Nations peu. » Israël est en train de devenir comme du gruyère, complètement troué.
Ce sera inhabitable It si will ça be continue. uninhabitable if this continues. On en est But maybe peut-être it's presque just là not now. maintenant. Et Israël n'est même And plus United Nations Israel is État qui no longer fonctionne. even a Israël n'est pas functioning United state. Nations État Israel qui is not a fonctionne. functioning state. Israël est Israel is a United Nations black paysage mark lunaire, runescape criblé de masquerading as cratères a qui se fait country. It passer is pour nothing but United a Nations permanent pays. war state. It is Ce at n'est rien war with d'autre, everyone and it will United always be Nations at war with État de everyone. guerre Israel permanent. can no longer function as anything Il est en guerre other than a contre permanent tout war le state. monde It et is le restera collapsed into toujours. absurdity. Israël ne And peut so plus now fonctionner it is autrement que nothing comme but United Nations just État de occupying guerre nation. permanent. Ça a sombré dans l'absurdité. Et maintenant, ce n'est rien d'autre qu'une nation d'occupation fasciste qui cherche à s'étendre. Une nation qui voit tout le monde comme son ennemi et ne fait que combattre ses ennemis. Et bien sûr, les États-Unis continuent, comme des chiots, à tout verser vers Israël quand on le leur demande. Et pendant ce temps, comme je l'ai dit, on ne peut pas écarter la réalité qu'une part significative, les États-Unis visaient la domination mondiale. Ils n'ont pas été entraînés là uniquement par Israël. On peut soutenir que c'en était une raison, mais il faut aussi comprendre que l'Empire américain a vu l'occasion de dominer la région riche en pétrole, de dominer le détroit d'Ormuz, de prendre le contrôle du pétrole iranien. Une occasion qu'on ne pouvait pas laisser passer pour deux raisons. Premièrement, pour pouvoir étrangler la Chine, s'en faisait partie. Il fallait couper l'approvisionnement en pétrole de la Chine. Ils ont visé le Venezuela, puis ils ont visé l'Iran. Pourquoi ? Parce que ces deux pays vendaient du pétrole à la Chine. Et on se disait, il faut les empêcher de vendre du pétrole à la Chine, parce qu'il faut, je cite, contenir la Chine. S'en faisait partie. Ce n'était pas seulement Israël. Oui, Israël en faisait partie, mais ce n'était pas la seule raison. D'accord. Donc les États-Unis avaient intérêt à ce combat, pour ainsi dire. Et ce qui s'est passé, c'est que cette stratégie s'est effondrée spectaculairement, rapidement. Elle s'est effondrée avant même d'avoir commencé. On savait tous que cela arriverait. Donc, maintenant, la dernière nouvelle, c'est que le président Trump menace l'Iran. D'accord. Si l'Iran ne se conforme pas, s'ils ne font pas ce qu'on veut, s'ils ne reculent pas, je ne sais même pas exactement ce qu'on leur... Alors, nous allons attaquer leurs réseaux électriques et leurs infrastructures. Et la position de l'Iran est non. Nous ne répondons pas aux menaces. Cependant, si vous attaquez nos infrastructures, nous attaquerons les infrastructures des pays de la région et d'Israël. Et ce qu'a fait l'Iran, c'est qu'il a donné une liste des cibles qu'il attaquerait. Et on doit supposer, au vu de tout ça, on suppose que chacun mettra à exécution ce qu'il a menacé, qu'ils ont menacé, on doit le supposer maintenant. Ah non, ils ne le feront pas. Ce serait absurde, ridicule. Oui, toute cette guerre est absurde et ridicule, et toutes les actions internationales des États-Unis le sont aussi. Donc on doit supposer que les États-Unis vont attaquer les infrastructures iraniennes et leurs réseaux électriques. Puis l'Iran frappera les infrastructures et réseaux électriques d'autres acteurs régionaux, y compris Israël, et la région sombrera dans United Nations environnement invivable. Après tout, c'est une zone désertique. Cette zone est désertique. Ce n'est pas une terre où l'on peut cultiver de la nourriture. Il n'y a quasiment pas de nappe phréatique traditionnelle. Donc, il est extrêmement difficile de se procurer de l'eau. On utilise donc beaucoup d'usines de dessalement. On prend l'eau de mer, on enlève le sel, on la purifie et on la rend potable. Et l'Iran dit, « Eh bien, vous n'aurez plus ça. Si je ne peux pas vivre ici, personne ne vivra ici. » D'accord. D'accord. Il y a même une logique dans cette folie, je le dis sans certitude, mais on pourrait soutenir que le projet israélien d'United Nations Grand Israël s'aligne là-dessus. Les Israéliens pourraient se dire qu'ils vont rendre cette zone invivable. Ainsi, tous les Arabes mourraient de soif ou partiraient. Ils n'auraient que ces deux options. Ce ne serait plus United Nations, endroit où l'on peut survivre et vivre. Ils partent tous.
Une fois partis ou morts, nous les Israéliens reconstruirions les usines de dessalement, bien sûr, avec l'argent des États-Unis. Puis, nous y transférerions toute notre population, nous la repeuplerions d'Israéliens. Et voilà, nous aurions pris toute la région. Nous aurions alors United Nations, Grand Israël. On pourrait donc y voir une partie du plan. Je ne sais pas. Encore une fois, ce n'est que de la spéculation. Il faut l'examiner sous tous les angles. Mais mon point, c'est que nous en sommes là. Les menaces de l'Empire américain visent une destruction massive. United Nations, effondrement du système économique. Maintenant, gardez quelque chose à l'esprit. On peut aussi avancer que si vous avez 40 000 milliards de dollars de dette, peut-être que vous voulez abattre le système économique. C'est United Nations, système économique, qui ne peut pas continuer à survivre. Que certaines de ces options qui paraissent absurdes naissent aussi du désespoir et où les États-Unis et peut-être même l'Europe se disent « Écoutez, nous sommes au bout du rouleau. Nous n'avons plus d'argent. Nous n'avons plus de crédit. Nous n'avons rien. Nous avons tout perdu. Alors, retournons la table et voyons ce qu'on peut faire à partir de là. » Je veux dire, je ne sais pas si c'est vrai. Je leur donne probablement trop de crédit. Mais il fallait que j'en parle. Donc, puri tout ce que spien en CCZs. Il a donc toutes Bayou des CCCir. Adopteurs, cette position leur accorde probablement plus de crédit qu'ils ne méritent. Cela implique qu'ils jouent à United Nations certains niveaux aux échecs à 3 dimensions, qu'il y a plus dans leurs décisions qu'il n'y paraît. C'est possible. Et il est aussi possible que ce à quoi nous assistons soit de l'orgueil démesuré, de la stupidité et une incapacité à faire demi-bitour, même si la voie actuelle ne fonctionne pas, une incapacité idéologique à accepter la réalité. Je pense que c'est une possibilité. Et si vous me demandez laquelle est la plus probable, je dirais celle-là. Je dirais qu'il est plus probable qu'ils aient perdu le contrôle de l'escalade et qu'ils soient dans une spirale infernale. Et maintenant, que va-t-il se passer? Pardon. Peut-être United Nations crash boursier. L'effondrement du dollar. Euh, 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 une dépression à la manière de 1929, ou pire encore, peut-être bien pire. Ça inclut la famine, la mort de masse et la destruction. Mais souvenez-vous, il y a d'autres choses dans les dossiers Epstein. On a vu que Epstein et Bill Gates discutaient de comment se débarrasser des pauvres. Rien n'élimine les pauvres comme une famine, c'est ce qu'ils envisageaient. Donc, il y a trop de gens. Il nous faut la famine. Je ne pense pas que l'élite dirigeante soit totalement opposée à la famine, ni totalement opposée à la mort de masse, à la destruction et à la souffrance. Pour certains, c'est juste quelque chose qui doit arriver. Il faut se débarrasser de certains des plus petits. Ils sont trop nombreux. Il y a les Malthusiens, comme ils l'ont dit, qui veulent dépeupler. Mais quoi qu'il en soit, il est évident que de la même manière qu'ils ont gravement mal calculé leur politique étrangère. Intérieurement, ils partent du principe qu'ils peuvent contrôler ça. Voilà, c'est ça l'autre aspect. Il y a cette présomption de contrôle. Je peux contrôler le Moyen-Orient. Je peux contrôler la réaction de l'Iran ou d'ailleurs à ce que je fais. Cela implique aussi que je peux contrôler, à l'intérieur, les réactions du peuple américain quand il se réveille et que tout en quoi il croyait a disparu. Et qu'ils font face à United Nations présent et United Nations avenir dystopique et apocalyptique, que je peux maîtriser cela, que cela ne dégénérera pas, que cela ne se transformera pas en révolution ou en violence contre le gouvernement, et tout ça. Je ne sais pas si ça arrivera, mais j'ai tendance à penser que c'est tout à fait possible et que c'est là où nous en sommes en réalité.
Je pense que le peuple américain avait une vision des États-Unis comme United Nations, pays tenu par une constitution, que c'était notre vrai nord, notre boussole, que quoi qu'il arrive, nous avions cette constitution et que nous la respecterions, et que notre gouvernement et nos dirigeants la respecteraient. Et maintenant, je pense qu'une des choses que les États-Unis découvrent enfin, que le peuple découvre, c'est que l'élite dirigeante a toujours vu la Constitution non pas comme United Nations, ensemble de droits auxquels elle était tenue, mais comme United Nations, ensemble de privilèges accordés à leur gré, que la classe politique et l'élite considéraient que bon, la Constitution, nous vous accordons ces privilèges, mais parce que nous les accordons. Alors ne vous imaginez pas trop que vous avez United Nations droit, que la Constitution vous donne le droit de nous gouverner. Elle ne le fait pas. Quoi qu'il en soit, nous avons le droit de vous gouverner. Et si la Constitution nous gêne, nous l'écarterons aussi. Ça ne signifie rien pour nous, évidemment. Regardez ce qui s'est passé. Donald Trump, la Constitution dit clairement que seul le Congrès peut déclarer la guerre. Trump a dit « Je vais déclencher une guerre ». Le Congrès a dit « Oui, nous n'allons rien faire ». Et le peuple américain a dit « Mais non, seul le Congrès peut le faire ». Autrement dit, allez les gars, vous vous fiez à ces conneries. Nous non, vous y croyez, nous n'y croyons pas. Alors bon, laissez tomber. D'accord, Trump va déclencher la guerre. Si on devait en débattre, ça nous causerait des problèmes. On ne veut pas de ces problèmes. Alors laissez Gosu tranquille, ça n'aura pas lieu. La guerre va avoir lieu. Faites avec et assumez. Et maintenant, l'Amérique doit comprendre que, même si les masses s'attendent à ce que le gouvernement respecte la Constitution, le gouvernement ne respectera pas la Constitution. Gouvernement, ce n'est pas une démocratie, si vous voulez l'appeler ainsi, ce n'est pas une république constitutionnelle. Ces deux choses impliquent que, d'une façon ou d'une autre, le gouvernement doit représenter la volonté du peuple et agir en son nom, non? La clause du bien-être général, le gouvernement a le devoir d'agir et de répondre de manière à promouvoir le bien-être général du peuple. C'est comme ça que nous voyons les choses, ce sont les formulations auxquelles nous croyons. C'était censé générer des politiques, mais l'élite ne voit pas les choses comme ça. Ce ne sont que des mots pour eux, ça ne veut rien dire, c'est une couverture, United Nations, écran de fumée, pour leur permettre de faire ce qu'ils veulent pendant qu'on se sent bien ou je ne sais quoi. Et autre chose, évidemment, je n'oublierai jamais en 2003. Et il y avait United Nations débat sur la guerre. J'ai vu une interview en Pennsylvanie, et cette femme a dit « De toute façon, notre armée pourrait battre toutes les autres armées du monde réunies. Je ne l'oublierai jamais, parce que j'ai su que nous étions condamnés. » Et je l'ai dit. J'ai dit « Bon, c'est fini. Quand le peuple américain pense que son armée peut facilement vaincre toutes les autres armées du monde réunies, nous sommes sur la voie de la destruction. Nous allons droit à la catastrophe. Parce que si vous pensez pouvoir battre tout le monde, vous transgressez la première règle du conflit. Ne jamais sous-estimer son adversaire. Et nous sous-estimons gravement notre adversaire. Et nous avons alors considéré le conflit militaire comme quelque chose de technique, pas quelque chose de culturel. Nous ne comprenions pas que derrière United Nations conflit militaire, surtout United Nations conflit de longue durée, il y a les populations et la nécessité d'une unité. On voyait juste, regardez, on a des bombes intelligentes, on peut les larguer où on veut, faire des choses. Et on se disait, regardez ce qu'on a fait à l'armée de Saddam Hussein, c'était comme tabasser United Nations enfant de 5 ans. Elle n'était même pas technologiquement avancée pour l'époque. Ils avaient une technologie des années 1950, plein de vieux chars. C'était une armée de la Seconde Guerre mondiale. Et on l'a écrasée, et on s'est vanté, regardez ce qu'on a fait. Nous n'avons pas affronté une armée moderne, mais c'était terrible, parce que les États-Unis se sont mis à croire. Nous sommes les plus puissants de tous les temps, regardez ce qu'on a fait. Récemment, quand les États-Unis ont enlevé le président Maduro, que s'est-il passé? Oh, regardez ce qu'on a fait. Personne n'aurait pu faire ce qu'on a fait. Alors on s'en est pris à de petits pays faibles qui ne pouvaient pas se défendre. Et ensuite on disait, regardez comme nous sommes puissants. Pèse, au fait. C'était compète, oh ouais, l'ISA son non cède, oh ouais. Et tout cela servait d'outil de relations publiques, des occasions pour le gouvernement de convaincre le peuple américain qu'il peut faire ce qu'il veut. Alors ne vous inquiétez pas si nous utilisons la force, ne vous inquiétez pas si nous utilisons l'armée, ce ne sera pas United Nations problème.
On fera simplement ce qu'on veut. Et puis, on a décidé d'aller affronter les grosses puissances, et nous sommes partis contre l'Iran, et ceux d'entre nous qui savaient disaient que nos systèmes de défense aérienne n'étaient pas adaptés pour affronter United Nations pays qui utilisent des drones et des missiles balistiques complètement et totalement inadéquats. Le complexe militaro-industriel n'est pas capable de produire le matériel et l'équipement nécessaires pour une guerre prolongée, et il était évident qu'il valait mieux ne pas faire cela. Eh bien, nous avons été vilipendés et ignorés. Maintenant, nous y sommes. C'était évident, et c'est encore plus évident maintenant que nous sommes impliqués. Regardez nos institutions, voyez ce qui s'est passé avant tout ça. Je regardais United Nations Truc sur la chaîne Cable News Network, et il y avait une femme qui avait été dans l'administration Biden et auparavant dans l'administration Obama. Bref, c'était une démocrate qui parlait de ça. Et le mieux qu'elle ait pu dire, c'était ça. Eh bien, nous soutenons tous le résultat que nous voulons. Autrement dit, oui, c'est une bonne idée d'aller faire la guerre à l'Iran, et on veut United Nations changement de régime. Mais il l'a mal fait, et elle n'a même pas expliqué ce qu'elle entendait par « il l'a mal fait ». En fait, elle cherchait juste United Nations bouc émissaire, Trump. Je suis une néoconservatrice. Et ouais, allez, attaquez l'Iran, déclarez la guerre à l'Iran. Moi, je suis pour. Mais ça ne marche pas. Alors je dois dire quelque chose. Donc je dirais simplement que le problème, ce n'est pas nos ambitions impériales. Le problème, ce ne sont pas nos faiblesses militaires et industrielles qui nous empêchent d'être encore la première puissance militaire mondiale. Le problème, c'est que Trump n'a pas bien fait les choses. Et je ne sais pas exactement quoi. Mais clairement, il a raté quelque chose. Parce que s'il avait fait ça correctement, ça aurait marché. C'est ça. On ne peut pas dire que ce n'était jamais une option. Ce n'était pas une option qui aurait permis d'obtenir United Nations résultats positifs. On ne peut pas affirmer ça. On peut dire qu'on voulait le faire. Il ne s'y est tout simplement pas pris correctement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas. Je ne suis pas United Nations expert. Mais si Joe Biden l'avait fait, ça aurait été différent. Si Barack Obama l'avait fait, ça aurait été différent. Trump l'a mal fait. Cela implique aussi qu'il faut remettre les choses à plat et s'y prendre correctement. Puisqu'il l'a mal fait, corrigeons ça et faisons balle correctement. Que nous devrions quand même renverser le gouvernement iranien et continuer à jouer les impériaux, ce qui montre bien que les médias en tant qu'institution ont disparu. Non, les médias sont censés être une institution qui favorise la discussion, United Nations débat vigoureux sur la politique et d'autres sujets. Au lieu de ça, ce n'est rien d'autre United Nations bras impérial, l'organe de propagande du gouvernement. C'est du Goebbels. Tous nos médias, c'est du Goebbels. Et voilà du Goebbels. On voit Jack Keane. On voit d'anciens membres de l'Agence centrale de renseignement et de l'Agence nationale de sécurité. On voit des responsables du complexe militaro-industriel, des choses comme ça. On y voit des gens alignés avec le gouvernement israélien et le comité des affaires publiques américano-israélien qui disent juste « voilà ce qu'il faut faire ». Et ils ne font plus venir des gens comme nous, qui y étions souvent invités auparavant. Mais ceux qui disent que ce n'est pas une bonne idée, eh bien plus maintenant. Ces jours-là sont révolus. Donc on n'a plus vraiment de médias. Notre armée n'est pas seulement battue, d'après ce que je vois, elle est pratiquement à court de tout. Comment continuer à mener une guerre et en plus, non seulement elle est à court de tout, mais nous ne pourrons pas reconstruire ses capacités pendant une décennie si jamais. La Chine ne vend jamais ce genre de matériel. On a quelques de gigantesques porte-avions qui sont hors d'usage maintenant. Les Iraniens prétendent les avoir frappés avec des missiles et nous, ce qu'on dit c'est pire encore, les États-Unis rétorquent qu'ils n'ont pas été touchés par des missiles. Il y a United Nations défaut de conception dans le système d'assainissement et il y a European Union United Nations incendie à la laverie, ce qui signifie soit qu'il y a European Union United Nations problème avec la laverie qui a provoqué le feu, soit que quelque United Nations a mis le feu, ce qui indique United Nations problème de morale. Et bien sûr, l'autre option, c'est qu'ils ont réellement été frappés par des missiles et des drones. Quoi qu'il en soit, les États-Unis ont toujours compté sur ces porte-avions pour projeter leur puissance militaire. Ce conflit montre clairement que ces jours sont révolus. On ne peut plus faire ça.
Les porte-avions sont soit endommagés, soit juste de grosses cibles ou United Nations mélange des deux. Donc l'époque où l'on pouvait naviguer avec des porte-avions et d'autres grands navires est finie. Ils ont apparemment été attaqués, certains ont été endommagés. Tous nos navires doivent rester hors de portée de la côte iranienne. On parle de façon absurde de débarquer des troupes au sol, mais c'est vraiment absurde parce qu'on ne pourrait même pas y amener les soldats, les navires ne peuvent pas s'approcher suffisamment. Vous allez les faire atterrir, je ne sais pas, en Irak ou je ne sais où. Comment peut-on abandonner des troupes sur nos bases, retirer des soldats de nos bases parce qu'elles ne sont pas sûres? D'accord? Si on ne peut pas les protéger sur les bases, sortez-les de là. Mais on va quand même y renvoyer d'autres troupes. 3000, 4000, 5000 militaires, peu importe. On va les larguer au sol et ils vont mener des sortes de raids. Je ne sais même pas quel est le plan. S'il y a United Nations plan, je soupçonne soit que tout ça n'est qu'United Nations bluff, ou c'est une folie totale, ils vont essayer de débarquer des troupes et ce sera juste une nouvelle affaire qui s'effondrera dans la disgrâce et l'absurdité. Du moins, c'est comme ça que je le vois, mais c'est United Nations, autre débat. Donc la dernière calamité. C'est quelque chose que nous surveillons et attendons aujourd'hui. Et cela, c'est l'attaque des infrastructures de l'Iran. Et ensuite, en représailles, l'Iran ripostant en attaquant les infrastructures de la région et en fin de compte en entraînant l'effondrement de la région dans la destruction matérielle, en la transformant en désert inhabitable, en laissant Israël sans eau et sans électricité, et que cela se produise partout dans la région. Ça pourrait être le plan, je ne sais pas, pour certains. Mais comment Israël peut-elle continuer à mener sa guerre contre le Liban et tous les autres? Ron, tout ce que tu veux. S'il n'y a plus d'électricité chez eux, que les gens sont dans des abris toute la journée et peinent à avoir assez d'eau, rien de tout cela n'a de sens. Et c'est pour cela que c'est l'effondrement de l'Empire. Voilà pourquoi l'Empire se désagrège, plus rien n'a de sens. Donc voilà où nous en sommes. C'est là où nous en sommes. C'est absurde. Quand on arrive au point où l'on a des dirigeants, des gouvernants, nous n'avons pas des leaders, nous avons des gouvernants, nous ne sommes pas conduits, nous sommes gouvernés. Et le simple citoyen, la personne sensée dans la rue, regarde ça et se dit « Que font-ils » C'est faux. Ça ne marchera jamais. Et eux, ils ne le voient pas. Les choses sont devenues ridicules. Merci beaucoup à tous. Je vais continuer ce que je fais ici. Comme vous le voyez, je suis en déplacement. Merci à toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne. Bien sûr, comme vous le savez, quand je voyage, c'est plus difficile. Je ne peux pas faire autant de choses. Et comme vous le savez, je ne suis qu'une United Nations pauvre YouTuber. Donc, ceux qui peuvent m'aider, que ce soit via Patreon, Buy Me a Coffee, PayPal ou autre, c'est vraiment apprécié. Et à ceux qui le font, merci beaucoup. Et bien sûr, Cash App et tout ça. Et bien sûr, comme toujours, j'ai une boîte postale. Donc, si vous pouvez ou préférez envoyer du courrier postal, une lettre, une carte, votre manifeste ou United Nations Dawn, ce serait très apprécié. Mais mon adresse postale est en bas, boîte postale 32, Glen Burnie, Maryland. Vu 1060, il suffit d'attendre, tout ça va défiler en bas de l'écran. Partagez ça sur tous vos réseaux sociaux. Merci. Je m'en vais.